Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission, le numérique pour tous. Le numérique pour tous, c'est tous les dimanches et ensemble, nous allons découvrir comment le numérique revisite notre vie de tous les jours et comment il nous permet de réinventer notre manière de nous divertir, de consommer, d'apprendre ou de produire. Et aujourd'hui, on va parler culture et surtout, tenez-vous bien, voyager dans le temps et dans l'espace. Avec notre premier invité qui est en studio, on va vous montrer comment depuis votre canapé, vous pourrez vous retrouver en tête-à-tête avec la Joconde. Nous allons aussi vous présenter un compagnon de France, il est charpentier et il va nous montrer que le numérique, aujourd'hui, il aurait beaucoup de mal à s'en passer. Et enfin, on va vous présenter un spectacle en exclusivité qui se déroule actuellement, qui vous permet de visiter Notre-Dame, alors même qu'elle est fermée actuellement. On vous explique tout ça à la fin de l'émission. Le numérique pour tous, attachez vos ceintures, c'est parti. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors Guillaume Martini, bonjour. Guillaume, bonjour. Vous êtes directeur de création et d'expérience interactive au sein de la société Émissive. Et grâce à vous, Guillaume, il semblerait qu'on puisse désormais se retrouver en tête-à-tête avec la Joconde, un Mona Lisa en 3D, voir comment elle se meut dans l'espace, quel est son environnement, quels sont ses vêtements. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette expérience ? Oui, bien sûr. Donc, c'est une expérience qui date un tout petit peu maintenant, mais qui a été produite il y a 3 ans. C'est la première expérience en réalité virtuelle du Louvre. Elle avait pour but finalement de permettre aux gens de redécouvrir le tableau qui est si connu, son image qui est si célèbre. On a tant de préjugés, tant d'impressions de connaître ce tableau-là, mais finalement, on ne connaît pas vraiment tous ses secrets. Et l'idée de cette expérience en réalité virtuelle, c'est finalement de se retrouver face au tableau, de manière unique, en tête-à-tête, de le découvrir. Donc, il est à quelques centimètres de vous, alors que c'est pas possible en réalité. On vient d'effacer la foule, d'effacer les vitres qui se trouvent devant, qui nous empêchent de la voir. Mais en plus de ça, on va finalement rentrer dans le tableau et découvrir un peu ses secrets en vivant le tableau plutôt que de simplement le regarder. Alors dites-nous tout justement, dites-nous ce qu'on peut avoir l'impression de toucher, de sentir, comment ça se... Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux ? Donc ce qu'on a sous les yeux, c'est que Mona Lisa prend vie et finalement elle se trouve devant nous et on a comme une sorte de dialogue avec elle. On a une voix qui va nous raconter son histoire et elle va se présenter à nous. Et c'est un peu le principe du tableau. Lorsqu'elle se retourne et qu'elle nous regarde, elle nous accueille. Et là, elle nous accueille, mais réellement. Donc on peut se tourner, regarder autour d'elle, regarder ces différentes couches de tissu qui sont si particulières avec ces différents finalement velours, soies transparentes. Et on les voit vraiment. Et on peut finalement observer comme si elle était à côté de nous. Alors, vous avez évoqué la réalité virtuelle, qui est la technologie qui permet justement de redonner vie à Mona Lisa. Expliquez à nos auditeurs un petit peu comment ça fonctionne, comment vous travaillez pour obtenir ce rendu qui est quelque part celui des jeux vidéo. On n'est pas loin. On n'est pas loin, on travaille donc avec les mêmes technologies que le jeu vidéo. Ce qui est particulier donc avec la réalité virtuelle, c'est que vous allez mettre un casque et vous allez être immergé dans une réalité finalement alternative, virtuelle, numérique. Mais comme dans la réalité, vous allez pouvoir vous déplacer et regarder tout autour de vous. C'est ça la vraie force de la réalité virtuelle, à contrario de la réalité augmentée, par exemple, qui est d'ajouter du virtuel dans notre réalité. Avec mon smartphone, je regarde le journal et j'ai, par exemple, des photos ou des vidéos qui apparaissent. Là, c'est l'inverse, c'est moi qui suis à l'intérieur de l'image, je suis dans le monde. Et comment on fabrique ça ? On fabrique ça avec une équipe, finalement, de plein de talents différents, de plein d'horizons différents, notamment des artistes 3D qui viennent reconstruire ce monde. Et pour faire un peu une analogie pour que nos auditeurs puissent comprendre, on peut faire l'analogie d'un potier ou d'un sculpteur. Donc, ils prennent de la matière virtuelle, ils viennent la modeler, la mettre en forme. Une fois qu'elle est mise en forme, ils vont apporter dessus des textures, des couleurs, des matériaux. Et tout ça va être mis dans une sorte de vitrine qui est, nous, un moteur graphique, en fait, on appelle ça, qui va faire mettre des éclairages, des sons, des musiques. Et on va créer l'expérience comme ça au complet. Ok, j'imagine que vous devez travailler étroitement avec des experts, des charpentiers, des menuisiers. On écoutera tout à l'heure Valentin qui est charpentier pour avoir cette représentation du réel. Vous collaborez avec ces corps de métier, tous ces artisans pour être au plus proche de la réalité ? Exactement. Donc pour Mona Lisa, on a travaillé avec des historiens du Louvre, les conservateurs du Louvre. Et là, pour l'expérience dont on parlera un petit peu plus tard, qui sont les expéditions immersives sur Notre-Dame de Paris, on a travaillé directement avec les compagnons pour représenter. C'est donc un voyage où on va se retrouver à l'époque du Moyen-Âge, on va rencontrer des compagnons du Moyen-Âge. On avait besoin de finalement reproduire leurs gestes, reproduire leurs méthodes pour que les visiteurs aient l'impression d'être dans ce chantier qui a plus de 800 ans maintenant. Et donc pour cela, on a travaillé avec eux pour des vidéos, avoir des photos, avoir leur compréhension de quelle était leur méthodologie pour reconstruire un chantier qui ressemble un peu au chantier d'aujourd'hui, mais avec les technologies d'hier. Et pour tout ce qui est historique, vu qu'on a reconstitué, on va dire,
une Notre-Dame qui est dans une version que personne n'a jamais vue. On a dû vérifier historiquement chaque partie architecturale qu'on allait représenter, et même celles qui n'ont jamais été créées, comme par exemple le jubé qui venait bloquer le cœur de Notre-Dame. On a dû travailler à partir de textes et nous-mêmes essayer de le reconstruire virtuellement. Ok, donc c'est une fausse idée de se dire que les artisans et la technologie ne collaborent pas. Chacun essaie de converger quelque part pour s'enrichir mutuellement. Exactement. Après, nous, là, on est dans un divertissement culturel en quelque sorte, mais le but, c'est de rendre hommage à la fois aux compagnons réels qui restaurent aujourd'hui la cathédrale, mais de finalement plonger les visiteurs dans un autre environnement, un autre monde qui est celui du Moyen-Âge, en tout cas pour le début de l'expérience de Notre-Dame. Alors dites-moi Guillaume, quand on va dans un musée, on a une expérience assez linéaire, on va à son rythme, on lit, on regarde, etc. Quand on est dans une expérience de réalité virtuelle, est-ce que c'est vraiment la duplication de l'expérience physique ou c'est quelque chose d'un petit peu différent ? Non, c'est vraiment quelque chose de différent, et notamment avec les expéditions immersives, qui sont ces grands formats où on passe 45 minutes en réalité virtuelle. On a vraiment cette sensation de visiter le monument, donc de le visiter certes en se déplaçant à l'intérieur, mais de le visiter à travers le temps. Et donc on va venir montrer des points de vue inédits. Je parlais tout à l'heure, on va se retrouver dans Notre-Dame par exemple, Éternel Notre-Dame, on va se retrouver au Moyen-Âge, sur le parvis, sauf que le parvis actuel est complètement vide, alors qu'au Moyen-Âge, il y avait des maisons, tout était habité, il y avait de la vie tout autour, et on va se retrouver dans cette ambiance-là. Et on va découvrir finalement la cathédrale comme on ne l'a jamais vue, dans une ambiance complètement différente. Et donc, on n'est pas là pour dupliquer le réel, mais pour venir l'enrichir, et c'est même un complément. C'est-à-dire, aujourd'hui, Notre-Dame n'est pas accessible, donc ça offre finalement un moyen aux gens de retrouver un petit peu Notre-Dame d'une certaine manière. Mais même si le monument était ouvert, il y aurait quand même de l'intérêt pour cette expérience, vu qu'on voyage dans le temps et on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. D'accord. J'ai une petite question, Guillaume, elle est peut-être personnelle, mais je pense qu'elle va concerner tous les gens qui nous écoutent. Mettre un casque pour aller voir une exposition, ça m'isole pas un petit peu du reste du monde? Alors surtout en période de Covid, c'est pas quelque chose qui est très compliant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc ça, c'est un point qui est très important. Nous, justement, on a créé les expéditions immersives pour montrer que la réalité virtuelle, ça peut être quelque chose qu'on partage à plusieurs. Et cette expérience, notamment, elle se fait en groupe. Donc, on peut venir à 5 personnes, moins ou plus, comme on veut, en famille, et finalement découvrir ensemble. On peut communiquer en même temps que l'on visite, donc il y a un partage qui est complet. Et au-delà d'une simple visite de musée où finalement on est un petit peu spectateur, on est là, on regarde, là on vient vivre l'histoire. On vient vivre l'histoire de Notre-Dame, et c'est un sentiment qui est complètement différent. Et le souvenir que l'on va en garder est complètement différent. Nous, ce qu'on espère, c'est que quand la cathédrale rouvrira, que les gens se baladeront dans la nef, ils auront en souvenir cette nef médiévale quand les chapelles latérales étaient en construction et qu'ils voyaient les chanoines se déplacer. Et du coup, on crée vraiment un souvenir d'une expérience, d'un moment unique, qui est un peu différent de celui d'un simple spectateur qui va venir regarder des œuvres au fur et à mesure. Alors ce que vous me dites, c'est qu'un peu pour un jeune public, quelque part, on crée quelque chose de très ludique et ça permet d'avoir un accès à l'histoire qui n'est pas la façon dont on l'appréhende dans les livres d'histoire, mais c'est quelque chose de beaucoup plus nouveau et qui permet de séduire quelque part d'autres publics. Totalement. Et c'est aussi ça qu'on a voulu faire dans ce format-là, c'est que souvent la technologie et la réalité virtuelle, ça fait un peu peur, on peut être un peu inquiet, mais il n'y a pas de raison, c'est très facile, c'est très facilement accessible, et de ce point de vue-là, la culture finalement appelle un public qui n'était pas forcément familier des technologies à venir découvrir cette aventure, mais à l'inverse aussi, ceux qui sont simplement intéressés par la technologie comme les jeunes, qui se disent tiens, on adore les jeux vidéo, ce genre de choses, mais qui la culture pour eux c'est un peu plus lointain, ils vont pas forcément au musée ou ce genre de choses. Et ben là, on peut faire venir les deux personnes. Ceux qui sont intéressés par la technologie, qui vont découvrir finalement une histoire de Notre-Dame, l'histoire avec un grand H, et puis la culture de manière générale, qui vont venir avec leurs grands-parents par exemple pour leur faire découvrir la technologie et en même temps vivre une histoire commune. Ok, vous pourriez nous partager une autre découverte ou un personnage de l'histoire ou une expérience à laquelle vous avez redonné vie? Éternel Notre-Dame, comme on l'a dit. On a également on a en préparation une future expédition immersive qui est sur les pyramides de Khéops, qui sera diffusée un peu plus tard dans l'année. Donc vous en apprendrez plus. Et donc on va découvrir finalement l'intérieur de la pyramide, découvrir un petit peu, pas forcément ses secrets, mais son histoire, pourquoi elle est là et quel but. Ok. Alors avec cette convergence en fait de la technologie au service de l'artisanat, on va dans le sens de l'histoire et tout le monde s'enrichit mutuellement et on crée une expérience en fait qui est complètement inédite et complètement renouvelée. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Oui, c'est une expérience inédite et surtout une expérience avec des sensations très particulières. Vraiment, le visiteur, comme je disais, il n'est pas simplement spectateur, il vit l'histoire. Et de ce point de vue-là, vous allez pouvoir vous retrouver, par exemple, tout en haut
de la cathédrale sur les tours, voir les dégâts de l'incendie qui a eu lieu, qui a fait disparaître la charpente. Vous allez aussi pouvoir vous retrouver au Moyen-Âge lors de l'installation de la rose et du coup voir cette rose gigantesque, mais juste à côté, à quelques centimètres. Et comme ça, vivre des événements qui sont très rares. Vous allez, par exemple, rencontrer Viollet-le-Duc qui va vous raconter un petit peu son projet qu'il avait au niveau de la restauration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est créer des rencontres avec des personnages historiques, créer des rencontres avec un monument, mais aussi avec des époques dont tout le monde a un peu rêvé. Ok, alors on n'en dit pas trop, on laisse Oui, la on n'en dit parole pas à trop. notre prochain invité qui a encore plein de choses pour nous faire ce voyage. Donc vous qui nous écoutez sur Sud Radio, ça vous dirait de parler à Mona Lisa? Si ça vous dit, allez sur le hashtag Sud Radio et dites-nous, partagez vos émotions et dites-nous ce que vous pensez si vous avez déjà vécu une telle expérience. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on vous présente un maître charpentier, compagnon du devoir 2.0, si je peux dire. Et juste après, on vous emmène visiter cette fameuse cathédrale de Notre-Dame dans le cadre du nouveau spectacle Éternel Notre-Dame. À tout de suite sur Sud Radio. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, avec nous pour en parler, nous avons reçu Guillaume Martini, mais on accueille aussi un compagnon du Tour de France, Valentin, qui est avec nous et qui est maître charpentier, qui va nous montrer comment le numérique est devenu indispensable à son art. Et Louis-Xavier Nicolas, bonjour Louis-Xavier, qui est chargé de communication d'Amaclio Productions. Et Louis-Xavier, vous allez nous parler encore plus en détail de cette exposition Éternelle Notre-Dame, ce spectacle magnifique qui permet de revivre dès à présent la vie dans l'histoire d'une manière beaucoup plus contemporaine. Bonjour Valentin, enchanté de vous recevoir. Alors Valentin, vous avez un parcours extraordinaire, vous êtes compagnon de France et maître charpentier. Racontez-nous un petit peu ce parcours et dites-nous en quoi ça consiste d'être compagnon. Alors le compagnonnage, c'est avant tout un voyage. On va se déplacer de ville en ville chaque année. Et ça va être notre parcours en fait jusqu'à devenir compagnon. Et pour devenir compagnon, eh bien, on présente bien souvent un travail qui s'appelle un chef-d'œuvre. Dans mon cas, par exemple, ça a été une maquette qui représenterait ce que pourrait être Notre-Dame aujourd'hui, que j'ai réalisé grâce à deux de mes compères et qui, grâce à l'association Restaurant Notre-Dame et à Amaclio Productions, a pu être exposée dans des lieux comme le Louvre et en ce moment même la Défense. Ok, alors revenons quand même un petit peu sur la vie d'un compagnon. C'est vrai que la transmission, la tradition sont des valeurs qui sont très très fortes. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus avec toute cette communauté que l'on retrouve à travers la France et qui vous permet de voyager? Tout à fait. Alors en fait, on habite dans des maisons qu'on appelle des sièges. On habite généralement à 30 personnes différentes, de tout horizon et de métiers différents. Et notre journée type, elle va s'articuler grosso modo par une journée de travail dans une entreprise qui nous est trouvée par les compagnons sédentaires de la ville. Ensuite, on va tous partager des repas ensemble et ensuite, on va se retrouver en cours pour s'améliorer tout simplement, pour nous perfectionner chacun dans notre métier. Donc ça, on va dire, c'est la partie strictement administrative. Mais le Tour de France, c'est aussi des rencontres. C'est des amis qu'on se fait tout au long de notre voyage et c'est des échanges, de la transmission. Les plus vieux apprennent aux plus jeunes, mais les plus jeunes peuvent apprendre aux plus vieux, bien sûr. C'est tout cet échange qui est magique, puisque sur ce Tour de France, des personnes qui ont 14 ans vont pouvoir facilement échanger avec d'autres qui ont 60, 80 ans. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel dans le Tour de France. Et on peut qualifier ça de formation, parce que vous nous avez dit que ça pouvait durer 4 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'on a une sorte de diplôme ou de reconnaissance? Comment ça se passe, cette confrérie, si on peut l'appeler comme ça? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça confrérie, mais on peut dire une communauté. Et en fait, on n'a pas de diplôme. On devient compagnon, c'est une reconnaissance qu'on a des autres compagnons. Par contre, rien n'empêche de passer des diplômes, on reste des hommes avant tout, et via ce Tour de France, on s'inscrit bien souvent dans des centres de formation pour l'apprentissage, et on va passer des diplômes comme le CAP, le brevet professionnel, le BTS, et pourquoi pas des diplômes d'ingénieur également. Et vous nous avez justement dit, lorsqu'on a préparé cette émission, que vous aviez commencé par des études d'ingénieur et après vous allez aller vers le compagnonnage. Donc concrètement, est-ce que ces études vous servent aujourd'hui dans la pratique du compagnonnage? Est-ce que la technologie vous sert au quotidien ou alors vous essayez de maintenir les deux séparés? Comment ça se passe? Comment les deux coexistent?
Alors, moi, du coup, c'est vrai que j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé par une école d'ingénieur, spécialisée dans le bois, qui plus est. Donc, on va dire que ça m'a toujours tenu à cœur. Aujourd'hui, elle m'a servi, bien sûr, sur mon Tour de France, parce que j'avais acquis quand même beaucoup de connaissances théoriques. Par contre, bon, la vie sur les chantiers n'est pas du tout la même. Si vous voulez, ça a rajouté une corde à mon arc. Et tout ce que j'ai pu apprendre en école d'ingénieur, notamment sur le numérique, m'a énormément servi, parce que j'ai beaucoup de facilité à m'adapter aux nouveaux logiciels. Et dans ma vie de tous les jours, ça me sert énormément, puisque dans toutes les entreprises, quasiment, comment dire, les employés utilisent des logiciels pour dessiner les chantiers, pour dessiner les maisons. Et donc, ces dessins vont nous servir par la suite pour travailler, pour assembler les pièces entre elles ou tout simplement les tailler dans les ateliers. D'accord. Et vous avez évoqué que votre je ne sais pas si on peut appeler ça mémoire ou votre thème était une maquette de Notre-Dame. Donc c'est une parfaite transition pour accueillir notre prochain invité qui est Louis-Xavier Nicolas, qui est chargé de communication au sein de la société Amaclio. Et vous avez notamment collaboré avec Guillaume, notre premier invité, mais aussi avec Valentin. Et donc vous, Louis-Xavier, vous avez le pouvoir de nous faire voyager dans le temps et l'espace grâce à cette exposition qui vient d'ouvrir, Éternel Notre-Dame. Alors, dites-en-nous un petit peu plus et faites-nous voyager. Éternel Notre-Dame, en fait, c'est une expédition immersive. C'est la première expédition immersive à travers Notre-Dame de Paris. En fait, il faut s'imaginer dans une grande salle, on vous met un casque sur la tête et là, vous débarquez au XIIe siècle dans la rue Neuve qui est sur le parvis actuel mais qui n'existe plus maintenant. Vous voyez, vous êtes dans cette rue du Moyen Âge. Vous avez des personnages du Moyen Âge qui sont autour de vous, que vous croisez. Vous êtes accueillis notamment par un compagnon, comme on en a parlé, un compagnon bâtisseur qui va vous faire vivre et faire découvrir toute l'histoire de Notre-Dame, de sa construction à nos jours, et notamment qui va vous faire aller dans énormément d'endroits de la cathédrale qui sont aujourd'hui, qui plus est depuis l'incendie, mais qui même quand Notre-Dame sera ouverte, qui n'étaient plus accessibles au public. On va notamment voyager sur des plateformes qui vont vous faire monter tout en haut sur les tours de Notre-Dame, avoir une très belle vue de Paris entièrement reconstituée. Et en fait, cette expérience, ce qui est magique, c'est que vous la faites en groupe. Vous la faites avec les gens avec lesquels vous êtes venus faire cette expérience. Vous les voyez dans la réalité virtuelle, ce qui peut être d'ailleurs un peu rassurant pour certains, parce que c'est vraiment, vous êtes immergé dans un autre monde. Vous oubliez totalement où vous êtes et vous êtes totalement transporté dans l'histoire. Vous allez d'ailleurs apercevoir, rencontrer des personnages qui ont fait l'histoire de Notre-Dame, qui ont leur destin lié à celui de Notre-Dame. Je ne vais pas forcément tous les citer parce que le mieux allez-y, que je comprenne. Alors je mets un casque, je marche sur les pavés un peu humides dans les rues sombres du Moyen-Âge. Il pleut d'ailleurs au début de l'expérience. Oui, j'entends les cloches qui sonnent et là je vais rencontrer qui par exemple? Et là vous allez rencontrer Guillaume d'Auvergne qui est un des premiers personnages, mais je ne vais pas forcément tout vous raconter ici, mais on va rencontrer Guillaume d'Auvergne qui va nous être présenté en fait par ce compagnon qui va nous guider, ce compagnon de la construction qui va nous guider tout au long de l'expérience, qui va nous présenter en fait plusieurs personnages avec lesquels on va dialoguer. Et c'est ça qui est assez incroyable dans cette réalité virtuelle, c'est qu'on va dialoguer avec différents personnages de l'histoire de Notre-Dame. Donc il va nous inviter également à marcher. On va pouvoir faire le tour des salles, on va pouvoir un peu se balader. On est libre un peu dans cette expérience. C'est ça qui est formidable. On peut se balader. On n'est pas cantonné. À rester immobile dans une salle. On peut vraiment aller voir les détails. Mais dialoguer, ça veut dire que j'ai en face de moi Viollet-le-Duc et il va me parler au détour d'une rue, c'est ça? C'est ça, il va vous raconter notamment, concernant Viollet-le-Duc, il va vous raconter notamment pourquoi et comment il a fait tel ou tel motif architectural. D'ailleurs, il va raconter quelques anecdotes qui sont assez peu connues du grand public sur la manière dont il a construit notamment la flèche de Notre-Dame, qui sont assez sympathiques à connaître. Et en fait, on va tout simplement dialoguer avec eux, il va nous parler. Vous verrez, c'est très très réaliste et c'est très très saisissant. Et quand on sort de cette expérience, au bout de 45 minutes,
on a l'impression d'avoir effectué vraiment un grand voyage dans le temps. On ne se rend plus compte d'où on est, qu'est-ce qu'on a fait, combien de temps ça a duré. C'est vraiment les premiers retours du public qu'on a accueillis depuis samedi 15 janvier, donc à l'espace Grand Arche. C'est les premiers retours, c'est qu'on est vraiment immergé, on oublie totalement la réalité qui est autour de nous et on rentre vraiment dans l'histoire de la cathédrale. Fabuleux, fabuleux. Vous pourriez nous dire un peu comment on prépare une exposition comme celle-là? Ça met du temps, parce que j'imagine qu'avant qu'il y ait le drame de Notre-Dame, vous n'aviez pas prévu de la réaliser. Donc, c'est qui les équipes qui travaillent dessus? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup d'acteurs sur ce genre d'expérience, puisque c'est des expériences très, très complexes. D'autant plus que sur cette expérience, on a voulu avoir une conformité, une rigueur historique la plus précise possible. Donc, il y a des experts historique. Il y a des experts de la réalité virtuelle, donc avec Guillaume, le premier invité, qui effectivement faisait partie de la société émissive qui a conçu cette expérience, qui a travaillé donc avec beaucoup de chercheurs, beaucoup d'architectes, beaucoup d'historiens pour valider chaque point, chaque détail architectural. Voilà, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent chaque semaine, qui font des points chaque semaine ensemble pour vérifier toute la conformité historique de tout ce qui est dit, de tout ce qui est raconté et surtout de tout ce qui est montré dans cette expérience. Donc c'est vraiment une synergie et un alliage de beaucoup de compétences pour mettre au point une telle expédition qui est, je le répète, une première mondiale. Génial. Sans tout nous révéler, Louis-Xavier, un projet sans citer de géographie mais une petite tendance, quelque chose que vous pourriez nous dire dans le futur sur lequel vous êtes en train de travailler? On est en train de travailler chez Amaclio Productions un grand site historique entièrement dédié à l'histoire qui se trouvera aux portes de Paris. Et voilà, c'est un grand site historique sur lequel on travaille avec justement une alliance de beaucoup de technologies différentes, tout au service de l'histoire et de la compréhension de l'histoire par tous les publics. Bon. Et c'est pour très bientôt, vous entendrez à mon avis parler très bientôt. On n'en dit pas plus et vous reviendrez nous en parler. Donc chers tous, grâce à la réalité virtuelle, on l'a compris, on s'affranchit du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'une même exposition pourrait être simultanément opérationnelle dans plusieurs lieux en France. Les dates, Guillaume, pour pouvoir aller voir Éternel Notre-Dame, ça a commencé et à terme, tout le monde pourra y avoir accès à côté de chez soi? Oui, alors il y a plusieurs parties au projet. Donc il y a cette première expédition immersive qui est disponible sur Paris, qui va être disponible dans différents lieux, un peu plus tard au printemps à la Conciergerie et dans le futur au niveau du parvis de Notre-Dame, sous le parvis. C'est un magnifique symbole pour nous de pouvoir vivre cette expérience-là juste à côté de Notre-Dame. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement que les expéditions immersives, c'est un dispositif qui est transportable et qui peut donc voyager à l'étranger, mais aussi voyager en région. Donc on espère que bientôt, on pourra annoncer quelques dates dans des grandes villes en France ou même en région pour que tout le monde puisse le découvrir. On a juste besoin finalement d'un grand espace de 500 mètres carrés et ensuite d'équiper tout ça. Ok, et quant à Mona Lisa, on peut la retrouver sur l'App Store ou le Google Play directement chez soi, c'est ça? Alors pour Mona Lisa, c'est très simple, c'est une expérience qui est gratuite. Vraiment, pour le Louvre, on a voulu ça le plus accessible. Donc c'est gratuit sur toutes les plateformes de téléchargement classiques pour la réalité virtuelle, donc Steam, HTC Vive, etc. Et sur mobile, vous avez une version 360 que vous pouvez voir qui est un petit peu moins immersif vu que c'est une vidéo 360, mais voilà, je vous conseille si vous voulez essayer, d'essayer plutôt avec un casque de réalité virtuelle. Eh bien, on va y aller. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle donc l'ouverture de l'exposition Éternel Notre-Dame. Ça a commencé cette semaine, allez-y. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Jiquel dans La France à découvrir. Christophe vous emmènera aujourd'hui à travers les villes thermales. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.